Bonjour, bonjour. Je suis si heureuse de vous retrouver pour partager avec vous ces aventures exceptionnelles que j'ai vécues et qui, tant d'années après, me donnent encore le frisson lorsque j'y pense. Où en étais-je? Ah oui. Le retour en France depuis l'Argentine nous prit encore 17 jours en mer. Mais cette fois-ci, la traversée fut incomparablement tranquille en comparaison de l'aller. Les derniers jours avant notre arrivée en France, nous étions excités comme des puces à l'idée de retrouver enfin Flora, que nous n'avions pas vue depuis plus d'un mois, ce qui est horriblement long, surtout lorsqu'il s'agit de sa petite fille d'à peine 1 an et demi. Cette séparation m'avait fait comprendre, si besoin était, que malgré l'amour que je portais à mon mari, je ne laisserai plus jamais mon enfant aussi longtemps. Et Max me promit que dorénavant nous l'emmènerions avec nous toutes les prochaines fois. Une semaine après notre retour, la vie avait repris son cours normal, pas de voyage en vue, et je continuais à aider Max au haras et ma famille au château. Un jour, mon grand-père nous annonça tout fier que Gustave Eiffel, dont il était toujours très proche, allait fêter ses 88 ans et qu'il avait décidé d'organiser une grande fête au sommet de la tour qui portait son nom, avec toutes les personnalités parisiennes en vue. La fête était programmée pour la fin du mois de novembre et le carton d'invitation précisait bien de se couvrir chaudement car les courants d'air au sommet de la Dame de Fer pouvaient être redoutables. Le soir de cette fête, qui se voulait privée, mais qui, étant donné son emplacement, attirait une foule de curieux, le champ de Mars était rempli de badauds, se dévissant le cou pour voir qui sortait de cette automobile ou qui descendait de ce fiacre, un des derniers d'ailleurs de la capitale, puisqu'ils avaient déjà été supplantés entièrement par les fameuses machines à moteur. Les élégantes, dans leurs robes lamées or ou argent, fourrure de renard ou de zibeline autour du cou, et longs gants de satin couverts de bracelets, ne jetaient même pas un regard à cette foule, et s'accrochaient mollement au bras de leurs cavaliers, qui étaient en queue de pie, chapeau haute forme, cape noire et bien entendu, l'accessoire essentiel, une canne au pommeau d'ivoire ou d'argent. Tout ce bolinge prenait les ascenseurs qui les emmenaient quasiment au 7e ciel, puisque le dernier niveau de la tour n'était jamais accessible au public et que seuls ces privilégiés d'un soir pouvaient découvrir non seulement l'appartement de Gustave Eiffel, mais également une vue époustouflante sur la capitale. Comme nous étions un dimanche soir, les restaurants du premier étage de la tour étaient fermés et les invités avaient donc le monument pour eux seuls. Pour la soirée, on avait dressé une immense tente au dernier étage, dans un style oriental, juste en dessous de l'escalier d'accès à l'appartement d'Eiffel. Et cette tente était éclairée par des milliers de petites ampoules et chauffée par de gros radiateurs électriques qui permettaient tout juste de supporter le froid mordant. C'était somptueux. Max et moi étions comme des enfants, car même si j'étais montée de très nombreuses fois à la tour, y compris dans l'appartement d'Eiffel avec mon grand-père, je n'y étais jamais venue de nuit, et cela changeait absolument tous les repères. Gustave nous accueillit avec un discours très émouvant, car il disait qu'il se sentait vieillir, mais que son esprit était toujours en alerte et que son envie de découvrir encore et toujours de nouvelles choses était bien présente. Je retrouvais en lui toutes les qualités de mon grand-père, infatigable découvreur. Il nous présenta un ingénieur du nom d'Eugène Ducretet qui voulait installer prochainement une antenne radio au sommet de la tour pour diffuser dans tout Paris. Sacha Guitry et Yvonne Printemps, enchantés de pouvoir bientôt parler depuis la Tour Eiffel, étaient d'ailleurs venus discuter avec lui pour voir comment mettre cela en place dès l'année suivante. Mais même sans les futures ondes de la radio, l'air ce soir-là était chargé d'une excitation électrique. Imaginez-vous, en haut d'une flèche en dentelle d'acier, en plein ciel, au-dessus d'une des plus belles villes du monde, à une époque où la guerre était bien terminée, où le futur offrait des perspectives fabuleuses et des possibilités infinies, entouré de gens joyeux et insouciants, comme dans une sorte de rêve, où l'on sait que ça finira un jour, mais où tout est léger et cotonneux comme la première neige. Tous les invités avaient un sourire sur les lèvres et les yeux émerveillés des enfants qu'ils avaient été. Max m'emmena sur la terrasse de l'appartement de Gustave, au point le plus haut de toute la tour, s'assura que nous étions seuls, m'emmitoufla à l'intérieur de son manteau et me chuchota à l'oreille une phrase que je n'ai jamais oubliée de ma vie. « Je suis si heureux, ma chérie, que je pourrais mourir maintenant, en plein ciel, le cœur empli de bonheur et d'amour pour l'éternité. » Comme c'est étrange. Certains mots prononcés prennent tout leur sens quelque temps plus tard. Mais pour l'instant, nous l'étions sur un petit nuage, dans tous les sens du terme. Nous fûmes tirés de notre rêverie par des cris d'admiration, des « oh », des « ah », qui nous firent redescendre vers la plateforme inférieure. Et nous vîmes arriver sur d'immenses plateaux en argent, portés par de beaux gaillards aux peaux huilées, les girls du Moulin Rouge, quasiment nus, suivis par un orchestre de jazz, distribuant des grappes de raisin, comme au temps des plus belles orgies romaines, et chantant à tue-tête. C'était le créateur du Moulin Rouge, Joseph Euler, qui avait presque l'âge d'Eiffel, qui avait voulu faire une surprise à son ami. Le clou du spectacle fut l'arrivée d'une danseuse sculpturale uniquement vêtue de guirlandes lumineuses sortant d'une gigantesque fontaine à champagne. C'était phénoménal et éblouissant, et nous étions tous aveuglés à la fois par cette beauté et par les lumières puissantes des guirlandes quand soudain, tout s'éteignit brutalement,
Et le silence total se fit. Après un petit moment de flottement, nous nous dîmes que c'était le moment du gâteau d'anniversaire et nous nous mîmes donc tous à chanter bruyamment « Joyeux anniversaire, Gustave !» Mais à la fin de la chanson, toujours pas de lumière et ça commençait à faire longuer. Nous nous disions que c'était peut-être encore une bonne blague, qu'il y avait une surprise après le gâteau. Mais au bout de presque 10 minutes, ce qui est très long dans le noir total, en haut de la tour Eiffel, nous entendîmes la voix de Gustave nous disant que visiblement le branchement de la guirlande lumineuse avait provoqué un court-circuit une fois que la danseuse avait pris place dans la fontaine de champagne, mais qu'on se rassure, cette dernière allait bien. La danseuse, pas la fontaine. S'ensuivit un brouhaha duquel sortit une autre voix d'homme, probablement l'un des électriciens de la tour, qui nous dit d'un air assez ennuyé que malheureusement le court-circuit avait endommagé l'alimentation principale de la tour, que toutes les lumières et le chauffage étaient hors service et que cela ne pourrait pas être réparé avant qu'il ne fasse jour, c'est-à-dire dans 6 heures. Certains messieurs essayèrent d'allumer leurs briquets ou des bougies se trouvant sur les tables, mais le vent soufflait et à la seconde les éteignait. Nous avions hélas 2 seules possibilités. Soit passer la nuit sur la tour, mais l'appartement de Gustave Eiffel ne pouvait accueillir qu'une dizaine de convives, or nous étions au moins 300, donc il aurait fallu dormir sous la tente qui, sans chauffage, était aussi glaciale que l'extérieur, le froid et le vent étant rendus encore plus mordants à 300 mètres du sol. Ou alors, mais l'électricien nous le déconseillait tout de même, nous pouvions, puisque les ascenseurs ne marchaient pas bien sûr, descendre à pied les 1665 marches jusqu'en bas. En plein jour et au mois de juin, l'exercice aurait pu s'avérer amusant, mais dans le noir, par une nuit glacée de novembre avec des marches glissantes et invisibles, ça devenait suicidaire. Max et moi aurions pu profiter de la chaleur de l'appartement de Gustave, avec mes grands-parents et ma mère, mais d'autres amis d'Eiffel, âgés et fragiles, étaient bien évidemment prioritaires. Je commençais à avoir très froid. C'est d'ailleurs étonnant, comme on n'a plus froid dans le noir, comme si la lumière, en nous éclairant, chauffait notre corps. Pourtant, Max m'avait enfilé son manteau quelques minutes auparavant, mais sans repère, totalement désorientée et inquiète, j'avais l'impression d'être sur un paquebot en perdition. Oh non, pas encore. En plus, cette impression était renforcée par le balancement très perceptible de la tour, qui, malgré la finesse de sa dentelle d'acier, offrait tout de même une sacrée prise au vent. Donc, je résume. On ne voyait rien du tout. Il faisait un froid polaire. Le vent qui s'était levé faisait tanguer la tour, et nous devions, pour éviter de terminer en viande congelée, descendre 1665 marches, potentiellement toutes mortelles, en cas de dérapage. Bon anniversaire, monsieur Eiffel. L'électricien reprit la parole un moment plus tard en disant qu'on avait pu contacter par téléphone les pompiers qu'il est arrivé, mais faire descendre dans le noir 300 personnes semblait une entreprise ardue même pour eux. Comme le froid et le vent devenaient intenables, Max et moi prîmes la décision de commencer l'exercice périlleux pendant que la plupart des convives en étaient encore à se poser la question. Dieu merci, au moment de la panne, nous savions exactement où nous nous trouvions par rapport aux escaliers. Max, qui avait, comme beaucoup des messieurs présents, une écharpe de soie blanche autour du cou, la mit en ceinture autour de sa taille et, me tendant le pan le plus long, me demanda de le tenir le plus fermement possible et de m'y accrocher ainsi tout le long de la descente. Je savais que de mémoire, les escaliers étaient assez réguliers et que donc, en m'accrochant à la fois à la rampe et à l'écharpe de Max, il ne devait pas y avoir de danger. Mais au moment où nous attaquâmes la première marche, nous entendîmes de loin la voix de Gustave dire qu'il fallait faire très attention au niveau des marches 980 et 981, car il y avait des travaux et que l'on pouvait donc facilement bifurquer sans s'en rendre compte vers une passerelle métallique suspendue au-dessus du vide. Oh. Donc la consigne était surtout de tourner à droite et pas à gauche à ce niveau-là. Bon. Bien que de plus en plus inquiète, je me dis qu'après tout, il suffisait de compter et de tourner à droite au bon moment. Donc, quand Max me dit « Go », c'est d'une voix presque assurée que je répondis « Go ». Et en avant pour compter ces fichues marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hélas, nous avions été bien naïfs de penser que personne ne serait aussi réactif que nous pour la descente. En quelques secondes, ce fut une bousculade épouvantable. Les gens vous écrasaient pour passer devant, les femmes vous piétinaient avec leurs talons, les hommes en profitaient pour vous mettre la main aux fesses. L'anonymat du noir permettait d'oublier tout savoir-vivre. On était frôlés par des capes des hommes qui essayaient de descendre en courant. On entendait le froufrou des robes et les cris de chat des femmes qui minaudaient pour qu'on s'occupe d'elles. On était assaillis des flux de parfums en tout genre et hélas, d'odeurs corporelles, car l'odorat c'est bien connu et décuplé comme les autres sens lorsqu'on ne voit pas. Je m'accrochais comme une folle à l'écharpe de Max et à la rampe, mais on m'arrachait la main, on se mettait entre Max et moi. Au bout d'un moment, mes pieds ne touchaient même plus l'escalier tant j'étais emportée par la foule, comme le chanterait si justement Edith Piaf 30 ans plus tard. J'essayais de compter les marches, mais comme je ne sentais plus le sol, c'était vraiment très approximatif et à mon avis, nous devions être autour des 300. J'essayais de crier à mes partenaires de descente, si je puis appeler ça comme ça, les sardines compressées qui m'encadraient, pour les prévenir du virage à droite impératif à prendre à la 980e marche, mais le brouhaha était tel que personne ne m'entendait. C'était très étrange car à la fois je me rendais compte du danger absolu d'être totalement piétinée si par malheur quelqu'un tombait et que tous les autres se carambolaient et en même temps j'avais la sensation plutôt agréable d'être comme dans un rêve portée dans le noir, noyée dans une marée humaine, ce qui me rappelait probablement le ventre de ma mère et j'eus quelques secondes de flottement total et de béatitude avant de revenir brutalement à la réalité en me demandant si Max était toujours au bout de l'écharpe.
Oh non, je réalise avec horreur que je ne la tenais plus. J'avais dû la lâcher sans me rendre compte, écrasée que j'étais entre tous les gens qui m'entouraient. Là encore, j'ai essayé d'appeler Max, mais un poisson rouge dans un bocal aurait fait plus de bruit. Et nous continuions de descendre, de descendre. J'avais complètement oublié de compter les marches et j'imaginais déjà les gros titres le lendemain dans les journaux. La marche fatale. 200 personnes sautent par mégarde dans le vide depuis la Tour Eiffel en ayant pris le mauvais virage. Je refusais catégoriquement de mourir, surtout aussi bêtement. Alors, dans un regain d'énergie, je me dis qu'il fallait absolument que je laisse passer le troupeau en me mettant à l'abri quelque part et que je reprendrais ma descente plus tard quand tout le monde serait passé ou se serait écrasé sur le champ de Mars. Arrivé en bas d'une volée de marche, sur la petite plateforme qui permettait de prendre l'escalier suivant, je jouais des coudes pour passer sous la rampe et attendre de l'autre côté que le flot humain soit totalement écoulé. La manœuvre ne fut pas aisée, mais ouf, j'y parvins enfin. Je pouvais souffler un peu et peut-être même me poser, qui sait, pour récupérer. Je décidai par prudence de rester près de la rampe, et je réussis à m'asseoir et même à m'allonger un peu. Je n'avais pas eu froid pendant la descente car nous étions collés les uns aux autres, mais là d'un coup, je fus happé par l'air glacé. La fatigue et la tension ajoutées à cela, mon corps commença à s'engourdir légèrement, ce qui n'était pas désagréable. Je me dis qu'après tout, si je piquais un petit roupillon d'une dizaine de minutes, ça laisserait le temps aux autres de passer et ça me permettrait de prendre des forces pour le reste de la descente. Et c'est donc un sourire de contentement sur mes lèvres bleuies et les membres engourdis que je m'endormis. Je ne sais pas combien de temps je restais assoupie, mais en me réveillant, je m'imaginais dans notre lit, descendant pour mettre mon peignoir qu'il faisait tout de même frisquer. Et je me levais donc pour poser le pied par terre. Oh, mais il n'y avait pas de parterre. Je me retrouvais les jambes dans le vide, accrochées par les mains à la rambarde métallique de la passerelle. Le temps que je réalise où j'étais, je vis que le jour commençait à se lever et je regardais en bas. Oh, mais le bas était très 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 bas, car les gens ressemblaient à des fourmis. Je me balançais telle une trapéziste, mais le talent et le filet en moins. Alors là, ma voix revint d'un coup et je mis à hurler du plus fort que je pouvais. Plus de troupeaux dans l'escalier pour m'aider, mais plein de petits bonshommes en bas qui me faisaient de grands signes auxquels je ne pouvais évidemment pas répondre. J'appelais Max de toutes mes forces et je me mis à pleurer à chaudes larmes car j'allais mourir, c'était évident. Ma robe moulante m'empêchait tout mouvement de jambes, et même si j'étais de bonne constitution et sportive, mes bras n'allaient pas tarder à lâcher. Je m'apprêtais donc à faire le saut de l'ange quand Max, suivi de 2 pompiers, m'appela depuis l'étage inférieur en me disant de tenir bon, il avait le sens de l'humour, et qu'il arrivait. Je pense qu'il a battu tous les records de vitesse de grimpette d'escalier ce jour-là, car 10 secondes plus tard, il m'attrapait et me remontait sur la passerelle de la marche 980. Par un miracle fabuleux, il n'y eut aucun mort cette nuit-là, seulement des blessés plus ou moins graves. Cette fête qui avait si bien commencé se termina donc hélas d'une façon épique. Et ce fut la dernière de Gustave Eiffel, qui nous quitta 3 ans plus tard. Je retins de cette aventure que le danger n'était pas forcément sur les mers ou dans les contrées lointaines, mais parfois près de chez nous. Et hélas, l'avenir me le confirma. Oui, Archibald? Oui, vous avez fait du saut en parachute, oui, je sais, oui, je ne vois pas le rapport. Eh bien, vous aussi, vous avez eu une sacrée aventure, mais oui, ce qu'il peut être enfantin parfois. Oui, j'arrive, Archie, et on va jouer au train électrique. Tchou! Oui, allez, je vais me transformer en chef de gare. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!